Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC BFM TV, président de l'Assemblée nationale. Dites-moi, la baisse de 5 € des APL, c'est une connerie sans nom, parce que c'est ce que aurait dit Emmanuel Macron à l'Élysée dans une réunion à laquelle manifestement, selon le Canard enchaîné, vous participiez. Oui, alors c'est une petite erreur sur le fait que je participais à cette réunion. Moi, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais... Mais est-ce que c'est une connerie alors ? Moi, je ne dirais pas cela parce que, si vous voulez, le gouvernement a fait un choix que l'on peut toujours critiquer, c'est normal, mais qui est de dire il y a une urgence financière. L'État est en grande difficulté parce que des engagements avaient été pris, notamment par l'ancien gouvernement, avant les élections, et qui n'avaient pas été financés. En face des dépenses, il n'y avait pas les recettes. Et ça fait longtemps qu'on a des déficits et souvent avant les élections, on creuse encore les déficits. Donc le gouvernement a dit, face à cette urgence, tout le monde va être mis à contribution avec des sommes qui, rapportées à l'ensemble du budget, par exemple, les APL, c'est 140 millions d'euros d'économies sur un budget de 18 milliards. Oui. 18 milliards d'APL par an. Bon, évidemment, pour celles et ceux qui doivent, sur leurs aides au logement, perdre 5 € et puis certains qui étaient à moins de 20 € vont la perdre totalement, c'est toujours désagréable et c'est toujours pénible. Et ça, le gouvernement et Emmanuel Macron, je pense, en sont bien conscients. Oui, il aurait peut-être fallu commencer par la réforme et ne pas en passer par une baisse au 1er octobre. Oui, mais vous savez comme moi que c'est extrêmement difficile de conduire une réforme comme celle des APL au mois de juillet, alors qu'on a été élu au mois de juin. Il faut faire la réforme des aides au logement, d'ailleurs de la politique du logement. Et d'ailleurs Emmanuel Macron s'est engagé en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et le ministre en charge du logement, Monsieur Mézard, va mettre en œuvre une réforme de la politique du logement pour qu'il y ait davantage de logements qui soient mis à la vente, davantage de logements qui soient mis à la location, et donc faire en sorte que les prix soient moins élevés et que du coup les loyers soient également moins élevés. Alors, puisqu'on parle argent, venons-en à la coupe des dotations pour les collectivités. 300 millions pour 2017. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Emmanuel Macron ? Alors Emmanuel Macron a dit à partir de 2018, pour l'année 2018, pour le budget 2018, j'étais là, c'était dans une réunion où étaient réunis beaucoup de parlementaires et d'élus locaux. C'était le 17 juillet, devant les collectivités territoriales. Il avait dit aussi, pas de brutalité dans les coupes. Est-ce que ça n'est pas brutal ? Là aussi, 300 millions, je sais que les chiffres, on perd souvent l'ordre de grandeur des chiffres, mais vous savez que dans les années passées, et moi je l'assume d'ailleurs, il y a eu 10 milliards d'euros d'économies qui ont été demandées par les gouvernements Ayrault et Valls sous François Hollande aux collectivités locales. Mais ce qui d'ailleurs était normal. Admettez quand même que 3 jours après cet engagement, c'est un peu délicat pour les élus qui ont longtemps dû demander la confiance et qui se retrouvent 3 jours après avec un décret qui dit hop, on enlève 300. Faire de la politique ne doit pas nous empêcher de garder de la bonne foi. Et donc 300 millions pour 35 000 communes, 100 départements et 13 régions. Ça n'est pas de la trahison. Non, c'est la logique que je disais tout à l'heure, qui n'est pas une logique très agréable de dire on rabote un peu tous les budgets, on les rabote un peu. Tout le monde est mis à contribution, parce que je vais vous dire une chose. Je l'entends ça depuis des années. Tout le monde est d'accord pour faire des économies. Tout le monde est d'accord pour baisser le déficit. Tout le monde est d'accord pour lutter contre la dette. Mais toujours chez le voisin. Les autres. Toujours de dire... Ah, et vous vous souvenez, il y a 15 jours, c'était sur le budget des armées. 850 millions. 850 millions sur le budget des armées, 300 millions sur le budget des collectivités locales. Voilà. Donc, 140 millions sur le budget des aides au logement. Voilà. Chacun est mis un petit peu à contribution pour trouver 4 milliards et demi. 4 milliards et demi. Il faut les trouver quand même, les 4 milliards et demi, dans les 6 mois qui restent de l'année 2017. Mais ensuite, des réformes seront conduites pour sortir de cette logique du coup de rabot, qui n'est en effet pas une bonne logique, qui est une logique d'urgence. Pour les choix politiques, il faut faire des choix politiques où là, on va restructurer un certain nombre de politiques pour faire des économies. Mais on fera des économies. Parce que si on ne fait pas des économies, on continuera à avoir le déficit, la dette et les impôts. Parce que si on a du déficit et de la dette, ça se finit toujours de la même façon par des hausses d'impôts. Et nous n'avons pas voulu, cette majorité n'a pas voulu commencer le quinquennat en faisant des hausses d'impôts comme ça avait été le cas en 2012. Alors les réformes, évidemment, elles arriveront à un moment ou à un autre devant l'Assemblée nationale. Vous avez nommé, déjà. Oui, il y en a déjà, mais les réformes dont on est en train de parler. Des réformes importantes. Avec une nouvelle déontologue, qui vient d'être nommée à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'elle va avoir beaucoup de travail, dites-moi, parce que tout est en train de changer, notamment avec la loi sur la confiance dans la vie publique. J'ai du mal à m'y faire, loi de moralisation, loi de confiance. Le vote de la loi organique est d'ailleurs repoussé à mercredi prochain.
Pourquoi ce délai supplémentaire? Moi, je croyais que ça allait plus vite. C'est ce que nous avait dit le gouvernement. Alors, ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale, on va même plus vite la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, pour moi, ça me renforce dans la conviction, et je crois que beaucoup de députés, ça les renforce dans leur conviction qu'il faut transformer les fonctionnements de l'Assemblée nationale, parce que notamment, et on va en parler parce que vous avez des projets. Voilà, on va se réunir la semaine prochaine, sans doute, pour redire exactement la même chose que ce qu'on a dit cette semaine, qui est exactement la même chose que la semaine d'avant. C'est simplement pour une chose simple, il faut revenir au fond, à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé d'accord avec le Sénat sur une partie de la loi? C'est parce que les sénateurs, et notamment de la droite, étaient très attachés à la réserve parlementaire que la majorité de l'Assemblée nationale veut supprimer, que le gouvernement veut supprimer. Au passage, économie d'ailleurs, 250 millions d'euros par an. Eh bien, puisque le Sénat n'a pas voulu aller vers cette suppression de la réserve parlementaire, nous sommes obligés de faire 3 lectures sur ce texte, 3 fois à l'Assemblée pour que nous ayons le dernier mot. C'est trop, François de Rugy? Je crois qu'au bout d'un moment, ça n'ajoute rien. Moi, je suis pour qu'il y ait des débats parlementaires, et en tant que président de l'Assemblée nationale, je défendrai toujours le droit des députés, des groupes, toutes les sensibilités politiques à débattre. Le droit à déposer des amendements, à s'exprimer, à argumenter, oui, à enrichir la loi, oui. En revanche, à retarder. Le boulot des députés, c'est pas de retarder, c'est pas d'enliser, c'est pas de faire de l'obstruction. Ça ne sert à rien, et je le dis même à l'ensemble des députés, quelle que soit leur sensibilité politique, ça ne donne une image d'une assemblée impuissante. Moi, je vais vous dire une chose simple. Dans nos institutions, on a parfois l'impression, je crois que beaucoup de Français ont l'impression que le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement parle. Eh bien non, le Parlement débat et le Parlement décide. Décider sans débattre, ce ne serait pas une bonne chose, ce ne serait pas démocratique, mais débattre sans décider, ce serait inefficace. Les députés qui, du coup, sont privés de vacances, ou en tout cas priés de les prendre un petit peu plus tard. Oui, elles sont courtes, les vacances des députés. Bon, c'est vrai que les Français vont pas pleurer sur leur sort, mais quand même, ça pose un problème pour les députés travaillent. Pour le personnel aussi de l'Assemblée. Pour les collaborateurs parlementaires. C'est un manque d'anticipation, finalement, aussi? Non, c'est une volonté politique du président de la République, du gouvernement, que moi je comprends tout à fait, de dire après les élections, mais il y a l'élection présidentielle, puis ensuite il y a les élections législatives. D'ailleurs, on pourrait peut-être les faire le même jour, ça faciliterait les choses. Mais comme c'est décalé, eh bien, on ne peut commencer à travailler au Parlement que début juillet. Et donc le gouvernement a dit, mais depuis le début, a dit, nous convoquons le Parlement en session extraordinaire au mois de juillet, début août. Bon, on aurait pu en effet sans doute faire les choses un peu plus rapidement, mais l'essentiel c'est que les choses soient faites, que les décisions soient prises. Et vous verrez que la semaine prochaine on pourra faire le bilan, un certain nombre de textes importants, l'état d'urgence, la question de la sécurité, le code du travail. Vous vous souvenez, cette réforme par ordonnance, on nous avait dit vous n'y arriverez jamais, ça va être impossible, il va y avoir des tas de manifestations. Il va y avoir des manifestations. Mais le texte est déjà voté. Pour la rentrée. Le texte est déjà voté, mais comme d'habitude on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, le texte a été voté mardi et le processus continue. Le dialogue avec les syndicats, dont certains veulent manifester en effet, mais le dialogue se poursuit avec le gouvernement. Et il y aura l'étape en septembre. Et la loi dite de rétablissement de la confiance dans l'action politique, elle va également être adoptée conformément à l'engagement à la fois d'Emmanuel Macron et des candidats aux législatives devenus députés de La République En Marche. Alors, la loi de confiance, on va peut-être rentrer dans le détail si vous le voulez bien. Vous avez voté hier l'alignement des régimes de retraite, aussi l'alignement sur les allocations chômage des députés. Finalement, le député aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les règles communes. Il est normal que l'Assemblée nationale fonctionne et prenne par elle-même, parce que là c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a décidé cela, d'aligner le mode de calcul des retraites des députés sur le régime général, sur les règles du régime général. Vous savez que ça fait quand même une économie, là typiquement, ça c'est une réforme qui produira des économies ensuite pendant des années, 30%. 30% d'économies, c'est-à-dire que de fait, les futures pensions des députés seront baissées de 30%. Voilà ce que ça veut dire, c'est concret. Il reste un gros morceau, là, aujourd'hui, c'est le volet sur les emplois familiaux, notamment, la réforme de l'indemnité de frais de mandat. Tout ça va être voté. Justement, les emplois familiaux, Michel Mercier, au Conseil constitutionnel, ça ne vous pose pas de problème? Pas plus que ça? C'est une décision du président du Sénat. Moi, je ne fais pas de commentaires. Je ne connais pas les accusations on est encore qui sont portées sur l'activité parlementaire et les embauches qu'a pu faire M. Mercier quand il était devoir se prononcer sénateur. Sur cette loi. Donc, comme vous savez que ces nominations sont soumises à débat dans les assemblées concernées, donc je ne doute pas qu'il sera interrogé et j'espère qu'il pourra en effet se justifier clairement, car sinon, en effet, ça donnerait une image un peu troublée sur cette question.
Vous voulez, vous, François de Rugy, faire bouger les lignes, hein, changer un certain nombre de choses. Vous voulez justement réformer l'Assemblée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous avez proposé 7 groupes de travail, leur création, pour mieux évaluer le travail des députés, faire participer les citoyens à l'élaboration des lois, valoriser l'expérience des députés pour la suite. C'est finalement une révolution que vous voulez à l'Assemblée ? Moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Il y en a quelques-uns à l'Assemblée qui se prétendent révolutionnaires et qui d'ailleurs parfois sont très conservateurs, notamment sur ces questions-là, et qui veulent que rien ne change. Vous pensez à qui ? À la France Insoumise ? Je vois qu'il y a des attaques qui sont portées dans le débat public par un certain nombre de députés de la France Insoumise, du Parti Socialiste également. Ils disent que le gouvernement ne veut pas dialoguer avec eux. Je vois surtout qu'ils disent que quand un certain nombre de changements sont proposés, y compris sur on va dire le statut du député, ils ne veulent pas que ça se fasse. Ou même certains disent j'affaiblis le Parlement en faisant cela. Au contraire, moi je pense qu'il faut absolument que l'on redonne l'image aux Français d'une Assemblée qui travaille. Donc on évacue les sujets dès le début du mandat sur le statut du député. C'est vrai que l'image de l'Assemblée ces derniers temps, c'était pas ça. On a vu vos vice-présidents notamment. Des débats souvent. C'est pas forcément toujours à la hauteur du poste. Des débats très polémiques, etc. Donc ça contribue du coup à dégrader l'image de l'Assemblée dans son ensemble. Et d'ailleurs, je le dis aux députés qui multiplient les incidents de séance. Malheureusement, c'est un classique, c'est un peu une tradition parlementaire aux yeux de certains. C'est une tradition dont on pourrait bien se passer et que l'on pourrait changer. Moi, ce que je veux, c'est que les Français puissent se dire, voilà, on a une Assemblée plus efficace. La question des délais entre le moment où on commence à examiner un texte, où un gouvernement va présenter un texte en Conseil des ministres, et le moment où il est définitivement adopté, où les décrets de la publication sont publiés, parfois ce temps dure plus d'1 an. Ce n'est pas normal. C'est un problème même démocratique. Quand vous prenez des engagements avant les élections, que vous en parlez ensuite quand vous êtes aux responsabilités, et que tout ça met 1 an ou 2 ans à être mis en œuvre, eh bien évidemment plus personne n'y croit. Donc vous voulez aller plus vite. Qu'est-ce que vous souhaitez faire changer d'autre à l'Assemblée ? J'ai lancé en effet 7 groupes de travail pour regarder l'ensemble des sujets. Ça va par exemple de la question du numérique. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut sans doute envisager une intervention des citoyens, pas simplement dans un esprit de gadget. Il y a des choses au sein de l'Assemblée où on peut faire des économies de papier sur les amendements et tout ça c'est grâce au numérique. Et c'est très bien. Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la démocratie. Il y a d'ailleurs des associations de citoyens qui ont des idées sur le sujet. On va les rencontrer, les auditionner. L'application des principes du développement durable dans le fonctionnement de l'Assemblée. Nous avons des progrès à faire. Vous le savez sans doute sur la gestion du chauffage, de la climatisation et des économies à faire parce que écologie rime avec économie. Et puis la procédure législative. La question du travail d'évaluation. Mais l'évaluation du travail du gouvernement, de l'État, que les députés puissent avoir davantage de pouvoir de contrôle et d'évaluation. Moi, je veux que les députés, par exemple, proposition que je ferai, puissent aller dans n'importe quel ministère au niveau central comme dans leur circonscription, pour vérifier de la bonne application des lois. Alors qu'aujourd'hui, on peut le faire simplement, bizarrement, pour les prisons, mais on ne peut pas le faire pour les autres administrations de l'État. Vous avez été élu pour 5 ans, François de Rugy. Il a été question à un moment, au mois de juin, de remettre en jeu le mandat, y compris le vôtre, le perchoir. Vous aviez dit dans un premier temps, d'accord, je m'y plierai. Vous êtes toujours sur cette ligne aujourd'hui parce que c'est contraire à l'article 32 de la Constitution. Oui, il y a 2 choses. Il y a la Constitution, et on ne peut pas comme ça tordre la Constitution, qui dit le président de l'Assemblée est élu pour la durée du mandat, donc 5 ans. Et c'est logique parce que c'est ce qui permet d'avoir à la fois une autorité mais aussi une indépendance, et notamment pour défendre les droits de l'opposition, y compris parfois face au groupe majoritaire dont je suis issu, ce qui est logique. Et puis il y a les débats que nous avons eus au sein du groupe de La République En Marche, et où nous avons dit que au bout de 2 ans et demi, à mi-mandat, nous ferions le bilan, le point, que nous aurions une discussion. Et c'est normal. On peut dire c'est un peu une clause de revoyure, comme dans les contrats. Eh bien oui, à mi-mandat, il est prévu qu'on se revoie et qu'on en redébatte sur l'ensemble des responsabilités. Et évidemment, cet engagement sera tenu. Alors vous êtes écologiste toujours ? De cœur, en tout cas. Ah, mais d'idées aussi, bien sûr. D'idées aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Allemagne sur le diesel ? Manifestement, il y a eu une grosse réunion hier à Berlin. On évite, mais de peu, l'interdiction totale du diesel dans certaines villes. C'est ce que voulait Hambourg, c'est ce que voulait Munich. Est-ce qu'on va aller vers ça, nous aussi, en France, un jour ? On voit en Allemagne, et c'est assez intéressant, pays qui a souvent été plutôt en avance sur les questions écologiques, que finalement le lobby des constructeurs automobiles, qui est extrêmement puissant, au moins aussi puissant sinon plus qu'en France, pousse à ce qu'il n'y ait pas de mesures contraignantes qui soient prises, notamment sur les émissions polluantes, notamment des véhicules diesel. Et ce sont plutôt les villes, les collectivités locales,
comme en France, mais aussi comme aux États-Unis, face à Trump, qui prennent leurs responsabilités, nous, on défend la santé de nos habitants, de nos citoyens. Et je peux vous dire, j'ai travaillé dans le précédent mandat sur la question de la pollution de l'air, des pics de pollution. En plus, ce n'est pas que dans les grandes villes. Nous avons des régions entières en France, y compris des petites communes rurales, où l'air que l'on respire est pollué. Et c'est notre santé qui est mise en jeu. Songez que l'année dernière... Donc interdire, c'est quelque chose qu'il faudra Chamonix, faire un jour dans les Alpes, où on va en se disant, je vais aller prendre un bol d'air pur. Eh bien, plus de 30 jours de pics de pollution d'affilée. Pendant plus d'un mois. Donc il faut prendre des mesures. Et il faut que l'Allemagne, à l'unisson d'ailleurs du reste de l'Europe, parce que si on prend ces mesures au niveau européen, on aura un effet beaucoup plus important, et pour tirer vers le haut la qualité des véhicules, des moteurs, des véhicules neufs, et pour évidemment améliorer la qualité de l'air, donc notre santé. Merci François de Rugy d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV, 8h56. Merci d'être